Let me thank you all for coming to Abidjan, for attending this meeting and our 50th anniversary. I thank you for having followed the proceedings. I apologize in advance if there are some logistical issues. So, my first way to say thank you all for accompanying us in this meeting. Now, in answer to your question, Norbert, first of all, I'm not a legacy man. I'm not interested in legacy. Whatever I've achieved here in the bank has been a collective work with the staff of the African Development Bank. I'm leaving the bank, but they're still here. So they are continuing the work, which is in line with the strategy of the institution. So it's not a one-man show. I don't like one-man or one-woman shows. It is a collective work done by the staff of the African Development Bank in the 10 years I've been here. But if you ask me what is it we need to take forward, I would answer it in the following way. The African Development Bank responds to the needs of the countries. And my sense is the big push for infrastructure is not yet there. So I hope the bank continues to look for ways of funding Africa's energy, Africa's highways, Africa's IT, because that is what is costing this continent 2% of GDP growth every year. And remember, growing at 7% is not what we want. We are looking for double-digit growth. And therefore, to ensure that we close the gap on infrastructure finance is critical. And this is why Africa 50 is being now it was incorporated, now it is shortly up and running. That is one thing I hope the bank takes forward. But that will be up to new leadership and the staff of the African Development. But all other things are important as well. Monsieur le Président, bonjour. Frédéric Gara pour RFI. Deux questions. La première concernant l'élection de votre successeur. Êtes-vous surpris, alors qu'il est habituellement élu un représentant d'un petit pays économiquement, que ce soit cette fois-ci un représentant nigérian qui soit désigné? Deuxième question, maintenant que vous allez être délesté d'une lourde charge le 2 septembre, pourriez-vous nous dire ce que vous faites le 3 septembre, par exemple? La deuxième partie, je n'ai pas bien compris. Que ferez-vous à partir du 2 septembre? Bon, d'abord, je voudrais féliciter vraiment chaleureusement mon jeune frère Adesina, que je connais depuis très longtemps dans ses présentes fonctions. Je lui félicite pour sa brillante élection, ainsi que d'autres candidats et candidates. Je sais que Adesina fera un excellent travail. Là, je suis sûr. Maintenant, vous savez, à la base, nous avons une élection qui est un exemple. Mais je voudrais insister, ce n'était pas une élection entre le Nigeria et d'autres pays africains. C'était un choix entre 8 excellents candidats. Le conseil de gouverneur de la BAD n'a pas fait un choix pour un pays. Parce qu'on m'a posé la même question, moi, en 2005. Parce que l'autre candidat Nigeria, on a dit pourquoi on a choisi le Rwanda, un petit pays. Non, on n'a pas choisi un pays, on a choisi un candidat. Vous voyez, c'est ça la différence entre la Banque africaine et d'autres organisations où vous choisissez là-bas les pays. Ce n'est pas le cas ici. Ici en Afrique, on choisit un Africain pour diriger la Banque des Africains. On ne choisit pas les grands, les petits, les plus nantis, les plus riches, pas ici à la Banque. Donc, je voulais saluer le fait qu'aujourd'hui, on a choisi un bon candidat parmi les 8 excellents candidats. Alors, je déplore cette affaire qui veut diviser les Africains entre les grands, les petits, les nantis. On est tous dans la même situation, les pays en voie de développement. Ensemble, on cherche des solutions à travers un organe comme la Banque africaine. Donc, bravo à tous les candidats, les 8. Mais quelqu'un doit gagner. Aujourd'hui, c'est le docteur Adesina. Dans l'avenir, ce sera quelqu'un d'autre.
Qui sait, il peut venir même d'un petit pays, d'un petit pays d'Afrique. C'est ça la différence entre l'élection là-bas qui est transparente, méritoire, compétitif, et ce n'est pas un choix entre les deux. Maintenant, après le 2 septembre, pourquoi vous insistez? Je suis encore là, j'ai encore du travail à terminer pour préparer la transition pour mon jeune frère. Maintenant, j'ai dit dans mon discours d'ouverture, moi je suis un soldat de développement pour l'Afrique. Je continuais à travailler pour l'Afrique, pour les soldats de l'Afrique, par d'autres voies. Je sais que les gens pensent qu'il y en a qu'à la tête d'une grande organisation, on fait ce travail, mais je peux le faire ailleurs, dans le monde des investissements par exemple. Mais ce n'est pas vraiment le fait ce choix. Aujourd'hui, je me concentre pour préparer une bonne transition pour mon jeune frère, terminer le travail que j'ai commencé. Et puis, après le 2 septembre, on verra, il y a tellement de choses à faire. Hello, my name is Lina Moudou, the Voice of America. Non, Aïdara est venu faire complètement. Michel Gara, rédacteur en chef du journal des Afriques. J'avais une question sur la présidence de Africa 50. Il y a une bataille déjà de couloir et d'intenses lobbying sont déclenchés entre le Mauritanien Alassane Ba, qui nous vient de Shelter Afrique de Nairobi, que vous avez pris dans votre staff. Également, il y a également Amadou Kane, qui est un embuscade sénégalais, l'ex-vice-président du groupe BNP Paribas. Alors, est-ce qu'il y aura un derby entre Amadou Kane et le Mauritanien Alassane Ba? Merci. Bon, ça c'est une question assez simple à répondre. D'abord, Africa 50 sera un organe de caractère secteur privé. Il sera géré sur les principes, la bonne gouvernance internationale pour assurer les investisseurs. Donc, les dirigeants de Africa 50 ne seront pas nommés politiquement, ni par la banque, ni par les actionnaires. Il y aura donc un choix avec les chasseurs de tête sur le plan international pour trouver les meilleurs. Deuxièmement, le président du conseil d'administration est choisi par le conseil d'administration. Ils seront 12 membres, donc 12 actionnaires de Africa 50, c'est choisi par les actionnaires. Maintenant, c'est le conseil qui va choisir son président. Alors, je ne sais pas qu'Alassane Ba était candidat, pour moi il a encore fonctionné là-bas. Et nous l'avons détaché juste pour préparer le travail technique. À ma connaissance, il a encore staff de là-bas. Donc ça, je traite comme des informations intéressantes à faire rigoler, mais c'est tout. Monsieur Amadou Kane, c'est un conseiller du président sur l'Africa 50, je ne sais pas s'il a démissionné. À ma connaissance, il est encore conseiller du président, je ne sais pas si c'est la cherche de boulot. Donc, c'est ça les choses qu'il ne faut pas prendre au sérieux. La chose la plus importante, c'est œuvrer ensemble pour la naissance d'une Afrique 50 fort qui va nous aider à remplir ce gap des infrastructures. Thank you. I'm Lina Moudou. After 10 years as the president of the AFDB, you've made some successes and challenges. At this point, what is your advice to the newly elected president as he prepares to embark on a journey to leading this important institution? Well, if I had advice for my younger brother, I would not give it at the press conference. I will not give it in public, for sure. I will give it to him in a private conversation. So, if he needs my advice, I doubt he does, because he's a very competent young man. He presented his manifesto, on which basis he was elected. So he will implement his own manifesto. Now, if he needs advice from me, it will be a private conversation. I thank you. Monsieur le Président, depuis plusieurs temps, thank you very much. Hello. Thank you very much. My name is Emmanuel Dogbebi and I work for Ghana Business News. I have one simple question for you. You've served for 10 years. Is there any one single thing that you have hoped to achieve that you did not achieve and for which you will live with a regret? Thank you. Thank you so much.
leaders don't regret. Leaders identify the shortcomings, things they could have done differently, even mistakes they may have committed. I said today that of all the things I've done, I'm sure there have been some shortcomings. There may even have been mistakes because I'm human. So, but that does not mean I regret anything. The only thing I could have done better, and I think the bank should continue to strive for, is the agenda for inclusion and reduction of inequalities. As we emphasize agenda for economic growth, which is necessary, it is important now to accompany that with the agenda of reduction of inequalities and inclusion. And that is why the new 10-year strategy of the bank, which our new president was mentioning, puts inclusion at the center. So that is very much unfinished business. I could have done differently, but the important thing that we have identified as an issue to be pursued for the future. Monsieur le Président, depuis plus d'un an, quand on compare le transfert effectif du siège de Tunis à Abidjan, cela suppose qu'effectivement, il y a 1500 agents fonctionnels de la part sont effectivement à Abidjan. Est-ce que vous pouvez le confirmer? La première question. La deuxième question, c'est que la Côte d'Ivoire pourrait-elle bénéficier effectivement d'un certain nombre d'investissements, financement de ces investissements de la part? Si oui, quels sont les secteurs effectivement pour lesquels la part doit soutenir les investissements de la Côte d'Ivoire? La troisième question, c'est que nous avons appris que pour être président, pour être candidat à la présidence de la BAD, le Rwanda a souhaité par exemple que vous veniez pour acquérir un certain nombre d'expériences. Ce après quoi, vous pouvez éventuellement mettre votre expérience à la disposition du Rwanda. Est-ce que vous comptez, éventuellement, si on vous le demandez, intégrer un gouvernement au Rwanda? Merci. Bon, je réponds aux premières questions. D'abord, j'ai oublié de vous saluer tous, vous dire combien votre travail en tant qu'agent de presse a vivement accompagné le retour de la banque. C'était un retour assez complexe sur le plan logistique. Il y avait beaucoup de craintes, mais ça s'est déroulé de façon excellente. Alors, nous sommes combien ici? On avait une feuille de route qu'on a suivie. Donc, effectivement, aujourd'hui à Abidjan, nous sommes autour de 1330, je crois, 1330 autour. Maintenant, nous avons 38 bureaux à l'extérieur d'Abidjan, partout en Afrique, où nous gérons 50% du portefeuille. Nous avons donc quelques personnes encore à Tunis qui devraient arriver aussitôt au siège terminé. Mais pour le moment, tout ça passe très bien ici en Côte d'Ivoire, dans ce bâtiment de la CCI. La deuxième question, c'est les investissements en Côte d'Ivoire. Nous allons nous concentrer sur ce que demande le gouvernement ivoirien. Et j'imagine que dans tous ces plans, les infrastructures, comme on a commencé avec le pont à l'Économie, nous pensons nous investir davantage dans tout ce qui est énergie, infrastructure en général. Mais cela dépendra donc de ce que le gouvernement ivoirien nous demande. Monsieur le Président, ici je suis Barthélémy Kwame. Ici, je suis Barthélémy Kwame de ActuRoute. Je voudrais vous poser une question sur les infrastructures de transport, notamment. Lors de votre première conférence de presse, vous avez parlé de CAP. Et cela malgré tous les efforts que la banque fait. Aujourd'hui, on se rend compte que malgré les milliards de dollars que la banque essaie d'investir dans ces projets d'infrastructures, notamment au niveau des transports, il y a toujours un déficit dans tous les pays africains. Est-ce que vous qui partez, vous avez pu tirer les leçons de, je ne parlerai pas d'échec, mais de ce constat qui est amer, qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas se déplacer aussi facilement comme on le fait, notamment en Europe. Si vous avez tiré ces leçons,
qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous qui pourrait être laissé à vos successeurs, par exemple? Je vous remercie. Très bien, très bien. Vous savez, les infrastructures n'est qu'un moyen. L'objectif à terme, c'est le commerce. C'est la circulation des biens et des personnes. Donc, les infrastructures n'est qu'un moyen. À terme, c'est le commerce qui est visé. Et la circulation des biens et des personnes. Donc, aujourd'hui, on a sauvegarde pratiquement de 42 milliards chaque année. Donc, à partir des fonds propres des États, des marchés des capitaux, des agences internationales, et les pays comme la Chine, nous arrivons à mettre ensemble autour de 50 milliards. Nous avons un gap de 42 milliards. Mais voyez-vous, un gap comme celui-ci semble important pour nous, pour l'Afrique. Mais pour les capitaux qui circulent aujourd'hui dans le monde, 42 milliards, ce n'est pas grand-chose. Ce qui manque, c'est les instruments qu'on a mis en place comme Afrique 50. Je vous dis que nous avons déjà mobilisé des souscriptions africaines de 750 millions. Je suis confiant que d'ici la fin juin, nous allons mettre ensemble 1 milliard. Alors, je crois que cet outil Afrique 50 fera un grand travail d'essayer de combler et de sauvegarder. Mais je voulais quand même ajouter pour vous, surtout la presse africaine, que quand je voyage en Afrique, on voit tous ces barrières à les frontières, les camions, une dizaine, une vingtaine qui passent en semaine, parce qu'il y a d'autres barrières. Il n'y en a pas que des barrières d'infrastructure. Il y a des barrières de la bureaucratie, il y a des barrières de l'immigration. Cela aussi sont également importants. Je vous donne l'exemple de l'aviation. Nous avons l'accord de Yamoussoukro qui dit qu'en Afrique, il faut qu'on fait une dérégulation du secteur de l'aviation. C'est fait d'ici et là, mais ce n'est pas conforme à la décision que les États africains avaient faite. Aujourd'hui, si on fait cette dérégulation à nous seuls, on réduira le coût de transport par l'avion en Afrique de 40%. Donc, même si on construit aujourd'hui des aéroports, c'est bien, mais il faut suivre par les décisions comme l'accord de Yamoussoukro. Donc là-bas, depuis ma présidence, nous avons mis 28 milliards de dollars, 11 milliards dans l'énergie, 11 milliards de transport, 4 milliards de l'eau, et puis autour de 2 milliards pour les NDIC. Mais là-bas, n'est qu'un fait de vie. Regardez son pont à l'Économie, où là, va être chef de file. Nous avons réuni tout le monde ensemble. Et nous pensons qu'avec l'effet de levée de la Banque africaine, nous allons travailler avec nos sociétés privées, marché des capitaux, pour attirer davantage des fonds d'assaut secteur assez important. Bonjour. Je m'appelle Mme Diarra, je viens du Mali. Je suis rédactrice en chef du journal www.journal de Mali. Ma question, c'est par rapport à tous ces objectifs post-2015 qui vont être discutés. Et tout à l'heure, votre successeur a dit qu'il ne peut pas y avoir d'intégration avec des économies fragiles, mais plutôt des économies résilientes. Quel bilan pouvez-vous faire de ça? Ces États qui sont fragiles, qui ont du mal à s'intégrer. Très bien. Vous savez, il n'y a pas des pays qu'on classe fragiles et d'autres non fragiles. Pratiquement, chaque pays africain contient des éléments de fragilité. Il suffit d'une élection qui tourne mal, un pays qui était dit normal devient un état fragile. Je voulais insister là-dessus. Il ne faut pas classer les pays dans un ghetto qu'on appelle les états fragiles. Il y a les éléments de fragilité pratiquement dans chaque pays. Et le premier élément de fragilité, c'est les inégalités, l'exclusion d'une ethnie, d'une région, les grandes richesses dans une masse de pauvreté. Donc, nous, ce qu'on fait à la Banque africaine, il y a des pays qu'on a identifiés
où il y a l'extrême fragilité. Et puis comme le Libéria, la Sierra Leone, bien d'autres. C'est pourquoi on avait créé cette on avait créé une facilité spéciale pour ces pays-là. Vous avez pratiquement autour de 1 milliard chaque année. C'est avec, par exemple, ces moyens qu'on a combattu Ebola dans la région de Fréman. C'est avec ces moyens qu'on est en train d'aider les Comores et bien d'autres pays. Mais je voulais insister là-dessus parce qu'il y a un malentendu. Chaque pays contient des éléments de fragilité qui varient d'un pays à un autre. Comme je dis, il suffit d'une élection qui tourne mal. Il suffit qu'il y a un débat autour de certaines choses qui tournent mal et le pays qui était dit stable, brusquement devient instable. C'est ça que nous, Africains, devons faire attention. Monsieur le gouverneur, bonjour. Je ne suis pas gouverneur. Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, vous venez de terminer un mandat. Le thème de cette rencontre, c'était l'Afrique face au nouveau paysage mondial. Est-ce qu'on a commencé déjà à aller vers ce paysage où quelque chose doit être fait pour que l'Afrique puisse atteindre, afin de présenter un nouveau visage à ce rendez-vous-là? Bon, je voulais faire mon discours d'ouverture où je citais l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Il disait en 2003 que l'Afrique était une plaie sur la conscience du monde. Il y a un mois, en Californie, le même, il disait l'Afrique, c'est le continent le plus intéressant sur la planète aujourd'hui. Alors, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé en Afrique ces décennies. Ce n'est pas partout, mais il y a quelque chose d'important qui se passe sur ce continent. Et on parlait donc l'autre jour de la croissance de certains pays qui arrivent déjà à 11%. D'autres 7%, 5%. Mais si on n'avait pas ce problème de l'énergie, par exemple, qui nous coûte 2 points de croissance, même les pays qui sont à 7% seraient à 9%. Ceux qui sont à 8 seront à 10. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est essayer de repartir les richesses, réduire les inégalités, ce qui fait monter la classe moyenne, le pouvoir d'achat. Parce que toute cette croissance qu'on voit depuis 10 ans, contrairement à ce que les gens disent, n'a pas été tirée par l'exploitation des minéraux ou du pétrole, sauf certains pays. C'est l'investissement, la demande intérieure et la croissance du commerce régional. Oh, la demande intérieure, c'est quand les classes moyennes montent, quand les inégalités sont réduites. Donc, ce problème, on le trouve aussi dans d'autres pays émergents. Donc, le paysage du monde aujourd'hui consiste, les pays riches qui se relèvent très difficilement de la crise de 2008, avec un taux de croissance assez faible, sauf aux États-Unis. Les grands pays émergents, dont la croissance n'est plus aussi forte qu'avant. Mais l'Afrique qui reste le deuxième continent en pleine croissance du monde. Donc, nous devons continuer de tout faire pour accélérer la croissance, en même temps réduire les inégalités. Voilà ce qu'a fait la Banque africaine. Monsieur le Président, vous avez mis en avant en effet la fourniture des infrastructures nécessaires à l'industrialisation de l'Afrique. Vous venez de parler même tout à l'heure du taux de croissance des pays africains, mais la réalité aussi sur le terrain tout autre. On voit des pays avec à peu près même plus de 40% de jeunes au chômage. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps peut-être de réajuster, à la fois de maintenir cette croissance, de continuer à fournir les infrastructures, mais trouver des mesures qui permettent de trouver des emplois? Parce qu'on a l'impression qu'il y a cette croissance qui est complètement déconnectée de la réalité du vécu des gens. Merci.
Merci beaucoup, madame. Merci pour les compliments. Vous savez, je voulais vous dire ceci. Aujourd'hui, pratiquement dans chaque pays africain, même les plus grands, on peut passer 3 heures sans électricité. Les délestages. Cela touche les petites industries, les plus grands, les hôpitaux, les écoles. Donc, quand nous, à la banque, on dit on va mettre l'accent sur l'énergie, on n'a pas à rougir. Parce que je pense que la pauvreté la plus absolue, c'est vivre dans le noir. Fermez votre usine 3 heures par jour parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, je crois qu'il faut nous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser pour demain. J'ajoute, la présidente du Libéria est venue nous voir à Tunis, donc pays que vous appelez Fagé, il nous suppliait. Il y avait une route à l'est du Libéria, pas loin de la Côte d'Ivoire, où les gens passaient une semaine sur 70 km d'une mauvaise route. On voyait des camions qui n'allaient pas passer du tout avec la marchandise, avec la récolte. Et nous a dit, priorité numéro 1 pour moi, faites-moi cette route. On l'a fait, mais comme c'était urgent, on a fait une route par terre qui est mieux que l'autre. Alors, et les revenus, il a dit, très vite, il faut mettre des goudrons. Il nous a même dit, très vite, avant la saison des pluies. On a détruit toutes les règles de la base, on a fait la route. Aujourd'hui, la même route où les gens passent une semaine, ils passent 3 heures. Et les paysans de cette région sont très bons. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que les infrastructures, c'est une alternative à combattre la pauvreté. Tous les pays européens, après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le premier chose qu'ils ont fait, c'était les routes, l'électricité, le chemin de fer. La Chine, la même chose. Pourquoi pas? Donc je pense que les infrastructures n'est qu'un moyen. Les moyens là où vous allez aller, donc les moyens, les meilleurs services, la lumière pour les écoles, pour les hôpitaux, les routes sable, les NTIC pour les enfants à l'école. Parce qu'aujourd'hui, être enclavé, vous pouvez être enclavé physiquement, mais l'enclavement le plus important pour la jeunesse africaine, c'est le manque d'accès à l'Internet. Un enfant qui a accès à l'Internet n'est plus enclavé mentalement. Donc, on n'a pas rougé à la Banque africaine pour les investissements qu'on fait dans les infrastructures. Il faut continuer. Je vois qu'en grande partie, vous avez fait un excellent travail d'accompagner là-bas de ce retour dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Et je tiens à vous remercier encore une fois à la fin de mon mandat. Bon, il y a des gens qui ont cru que j'ai de grosses chaussures, qu'il n'y a pas un successeur possible. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Je t'ai élu, j'avais ma chose que j'ai exécuté, c'est tout. Je repars chez moi avec mes chaussures. Celui qui arrive, il a ses chaussures à lui. Il n'a pas à rentrer dans mes chaussures. Donc, je vous prie d'écrire cela avec beaucoup d'attention. Parce que quand mon jeune frère de Sina, il va trouver que j'ai parti avec toutes mes chaussures. De cette façon, il n'a pas occupé des chaussures de M. Kabelouka. Il a ses chaussures à lui, qui le va très bien. Un garçon brillant et compétent, qui va faire du travail. Je vous demande de l'aider, lui, avec son équipe qui est entrée en fonction le 1er septembre. Pour le reste, nous sommes toujours ensemble. Ok. Merci.